Bonjour. On reprend où on a arrêté tantôt. Ça a été un petit peu plus long que prévu. C'était une livraison que j'attendais. Il a fallu que j'aille la porter. Oups. Désolé d'être étourdissant. Là, c'est fait. Bon. Ok, bon, tout ça, c'est. Oui, d'après les screenshots, ça me semble correct. Et je pense que ton doute sur les tokens vient surtout du workflow de révision. Sur ton premier screen, Bruce Basic affiche clairement Active, non Schedule. Donc, actuellement, la révision Active V1 n'accorde effectivement aucun crédit. Sur le deuxième screen, V1 est Active Publish. Et l'interface te dit que la vérité commerciale historique est read-only. Si voulu, on ne doit plus pouvoir lui ajouter de crédit directement. Le détail important est dans ton écran Create Draft Revision. On va essayer ça. Tester. Create Draft. Ça, je peux pas. Ça, je peux essayer. Package name, test, test. Price. Après ça, il dit création de V2 Draft. Product. Okay. Feature element. Schedule. C'est ok. Ça, on va les crédits. C'est Critic Schedule sur là. Ok. C'est un peu compliqué, mais c'est bon. Sélectionner le devrait apparaître les éditeurs. Dans le time, on a les Critic Schedule. C'est ça. D'accord. Ok. Je peux pas les déliter.
vocabulaire messager, je préfère que lui parle de crédit messager plutôt que token. Les tokens, au sens commercial, viendront peut-être dans ton modèle de tarification générale. Mais le wallet backend manipule actuellement un messager crédit. Donc, le fait que tu ne vois pas un bouton Add Token est normal. Je ferai seulement un petit test live split avant d'accepter définitivement ça. Pas besoin de tester 40 affaires. Sur Rose Basic, créer une nouvelle draft V2. Test. Avec des valeurs raisonnables. Ne la publie pas. OK, donc il faut créer une cette draft et vérifier que section Create Schedule apparaît avec quelque chose comme Add Schedule. Oui. Essayer d'ajouter, exemple, sans critique, sans media trans. Oh, system, schedule for system, dynamic groups. OK, après ça, c'est ça, stable identity, that after, schedule the script, test, c'est beau. Après ça, 5 test début, 50, tout, un cycle. Ah, les occurrences, un intervalle, c'est bon. Start to ready zero. Ah, c'est cool. Vérifier le preview de validation, puis revient à V1. Confirme que V1 est toujours exactement chargé et eu dans le. Ouais. Okay. Le point 3 est précisément le test que je veux voir parce qu'il nous confirme visuellement que l'éditeur multitranche, le codec pour implanter existe réellement et fonctionne avec le backend. Et surtout, n'oublie pas le draft, juste pour la tester. La création et édition d'une draft est suffisante pour valider 25 sans modifier l'offre active. À première vue, lui, franchement, correct. La séparation active true, draft commercial true est très clair. Le message sur l'absence d'auto-renew est bien placé. Donc, créer la draft, descend le rappel. Je vais mettre ça ici. Ça, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Après ça, je retourne sur le.
c'est ça, c'est parce que j'avais pas de Python. Ça m'a mélangé. Ah oui, c'est bien fait. J'en ai pas supprimé le package. Ça serait supprimé. Donc, dans le fond, on va faire un draft. Générer. Je mets accès au crédit. Ça va toujours être un. On va checker à côté. Oui, c'est dans 81. On a donc maintenant une position visitée claire et cohérente avec ce qui existe déjà dans le back-end. On DRC 20 contrat officiel éditeur, adresse distincte par tentative, confirmation solidifiée, aucune clé privée dans les messages back-end, erreur réseau token douteux et revue manuelle, remboursement manuel et aucun service custodial. On sort des mots des fois. Prochain verrou logique, lien KYC, sanction, wallet screening. Déterminer quand un compte standard suffit, quand on demande plus d'informations et quels événements doivent déclencher une revue ou un blocage avant activation de paiement. C'est une approche risk-based, pas sur du KYC obligatoire pour tout le monde. C'est plus. Anonyme par défaut. KYC juste au besoin selon les services demandés. J'aimerais ça que ça soit sans obligation. Côté information personnelle. Ah, demander juste si le côté légal. Oui, t'as compris le comportement. Ce qui t'a mélangé, c'est que elle est déjà active publish, donc elle est figée en lecture seule. Ah, ok, c'est pour ça que tu ne voyais pas les boutons add product, add feature, blablabla. Si vous avez deux drafts, ils apparaissent bien. Les deux schedule test 1, test 2 confirment que l'éditeur fonctionne comme prévu. Donc non, ce n'est pas une règle du genre crédit commence toujours en V2. Allez voir ça, ouais. Label package, test. Ils sont pas plus là. C'est parce qu'elle est active. Comment je fais pour la désactiver? Je peux pas. Ok. Je viens de voir que je ne peux pas la désactiver. Euh, donc non, ce n'est pas une règle du genre crédit commence toujours en V2, ça c'est comment bon, c'est beau. Si un package venait d'être créé avec sa première révision encore en draft,
pourrait très bien ajouter les crédits à cette V1. Une fois V1 publiée, elle devient immuable. Toute modification commerciale future crée alors une V2 draft, puis V3, etc. Le modèle est donc package V1 modifié à schedule accessible, V1 activé figé. Besoin de changer quelque chose, V2 modifiable, V2 active figé, etc. Et ce que tu viens de tester est franchement bon. Tu as une tranche immédiate de 100, puis une tranche de 50 par C fois 2, avec expiration après chaque round. C'est ça qu'on voulait. Pour la suppression du package, là, je serais plus prudent que simplement ajouter un bouton de delete une fois qu'un package. Fait que ça, c'est beau, ça vient de répondre à la question. Une fois qu'un package a de l'historique, révision publiée, achat, facture, print, etc., je ne voudrais jamais permettre sa suppression physique. Ça casserait la possibilité commerciale. Le bon comportement serait plutôt qu'un package jamais utilisé plus uniquement draft suppression possible. Package ayant déjà été publié, utilisé, désactivation, archivage seulement. Jamais suppression. Donc oui, je pense qu'il manque potentiellement une fonction utile delete draft only, mais je ne mettrai surtout pas un delete package générique. Fonctionnement validé pour son cœur, création de draft, ça, il faudra appuyer que je traquerai à cette suppression, sécuriser des packages jamais utilisés. Ben là, c'est le delete accessible, c'est à part de facture liée au package. Comme mes tests présentement, ou si, disons, je me fais des drafts que je n'utilise pas finalement, whatever, ça serait bien de pouvoir supprimer. En fait, lui devrait faire 25, c'est ça. Bon, lui, il nous avait répondu. Lui aussi, il faut que je le fasse avancer. Oui, 2 en 2, tes captures nous donnent quelque chose de très utile. Le problème de swap est maintenant complètement isolé. Le dashboard affiche actuellement 1167 et 7 ans. Oui, ici. Mais MT5 donne, ce qui donne 1110 et 89. Ouais, là, il a enlevé ça puis ça. 56 puis 18. Exactement ta balance actuelle, 1110,89, c'est ça ici. La différence, on dirait donc 56 soit précisément 45 et 24 plus 10 et 94. On va chercher ça. Ah, c'est eux autres, ça. Ça plus ça, ce qui donne 56 et 18. C'est ça ici. 56 et 18. J'ai aussi trouvé pourquoi le dashboard disait Monitor Live absent, alors que juste en dessous, ton historique disait Monitor avec un timestamp frais. Ouais, c'est ici. 21h17. Ouais, c'est ça, 21h17. Le moniteur bel et bien, l'autopilot écrivait son état comme Live True, tandis que le dashboard cherchait Running True. Donc, faux, négatif, l'interface. Ah, bon, si tu le dis. Pour le monitor, je suis allé plus loin que simplement ajouter un autre nom de champ. Version 1.5 qui cherche maintenant récursivement et sans sensibilité à la case tout ce qui ressemble à swap, rollover ou storage, même dans des objets imbriqués. Il essaie d'abord de relier l'historique de position par ID si l'MCP utilise des identifiants différents entre ID et position agrégée.
il fait un fallback par symbole plus un d'ouverture, fermeture. Et surtout, j'ai ajouté du diagnostic dans la ligne de l'historique. Tu verras maintenant quelque chose comme monitor, blablabla. C'est beau. Donc, besoin de deviner pour position ouverte pending. Sur tes captures actuelles, il n'y en a réellement aucun MT5, donc on ne peut pas encore valider visuellement le tableau, effectivement. Pas là non plus. Ça, c'est bon. Après ça, on va mettre ça dedans. Après, c'est trop fichiers dans le dashboard. Stop start. Autopilot. Pour la recherche rendu ontologique, on arrête de choisir des constantes arbitraires pour commencer par mesurer la trajectoire réelle. Le prochain mesure que je ferai est une expression de PATLAB avant TP1 distance ou un seul qui est coup. On attend de ça. On va l'extraire ici. C'est bon. 2, 9. Extraire ici. Ah, je vais mettre juste 4 fichiers dedans, ça. D'habitude, je les mets toutes. Placer ici, écraser. On va mettre ça dans le deck. Dashboard 2.9. 2.9.1. Démarrer ça. Fermer avant. Arrêter. On va fermer là. On va partir 2.9. On est parti. On va laisser loader les choses. Arriver dans la zone. Ici. Laisser monter. Ouais. Les swaps sont encore à zéro. Je vais attendre que lui vienne partir lui pareil. Bon, il est là. C'est bon. Ah, non, les swaps sont là. Pardon. On est bon. 1110 et 89. C'est ça. On est correct. C'est on avait 10, 94. 10 et 94, puis ça fait 45 et 14. 24. Trompé de 17. Désolé. Ok, parfait. C'est parfait. Ici, on va mettre ici. C'est bon. C'est bon. Ça ici.
J'irai me coucher, là, c'est tellement pas de bonne idée. Là. Ça, je vais juste prendre mon message, ce sera pas long. Bon. Ouais. On est quand même sur trois dossiers qui demandent beaucoup d'attention. C'est un petit peu compliqué à ce temps-là, à soir. Oui, ça fait du sens et je resserrerai légèrement ta règle, pas seulement aucune facture, mais aucune trace commerciale réelle liée au package. Ouais, c'est ça que je veux dire. C'est juste trop loin. Donc, pour un package de test comme le tien, même s'il y a une réactive, une draft, tu pourrais le supprimer tant qu'il n'a jamais servi à un membre. Le backend ferait le check avant d'autoriser le delete. Euh, Ce qu'il ferait, c'est suppression autorisée si aucun invoice, aucun package, term purchase, aucun paiement checkout. C'est pas mal ça que je dirais là. Lié au current benefit occurrence, credit, bla bla bla. C'est pas mal ça que je disais. Les drafts schedule et entertainment paiement de configuration peuvent alors être supprimés avec le package. Dès qu'une vraie transaction non existe, plus de hard delete. Le front-end affiche le package uniquement quand le back-end dit que le package est supprimable. Le back-end reste l'autorité finale et refuse le delete si une référence apparaît entre-temps. Donc, ton bouche basic de test pour être exprimé s'il n'y a jamais généré de vente, facture, branch réel, même si tu vas publier une version pendant les tests. Je préfère appeler ça quelque chose comme delete individual package, news, c'est quoi ça, plutôt qu'un simple delete, parce que ça reflète mieux la règle de sécurité. Ouais, c'est parfait comme ça. Et s'il y a, qui appelle ça, une trace commerciale, on pourrait avoir le bouton archive à la place et peut-être considérer une fonction de désarchivage si jamais on en a besoin plus tard. Tu peux créer les issues GitHub et générer le prompt pour compléter. Il faut travailler un peu. Il va rajouter un issue là, puis ici. Donc, il va falloir que j'ajoute manuellement. Maintenant, les terms and policies. Lui, il réfléchit encore à ça, je pensais. Oui, c'est la bonne direction. Avec une nuance vocabulaire, je parlerai de compte pseudonyme, non qui va ici par défaut. Pas anonyme, puisque l'adresse courriel vérifiée et certaines données techniques existent quand même. Bon, je poserai la règle comme ceci. À l'inscription, on demande seulement ce qui est nécessaire pour faire fonctionner le compte, typiquement courriel vérifié plus username, donne nom légal, adresse, date de naissance, pièce d'identité, téléphone, pays de résidence obligatoire, juste au cas où. Cette approche colle aussi au principe européen de minimisation des données, ne collecter que les données adéquates, pertinentes et nécessaires au but poursuivi. Le KYC devient alors un mécanisme déclenché, pas une condition générale d'utilisation. Le déclencheur possible serait une obligation légale applicable, une exigence d'un fournisseur de paiement, une juridiction particulière, un montant volume inhabituel, une transaction USDT nécessitant une revue, une alerte, sanction, fraude, une fonctionnalité future réglementée ou un doute raisonnable sur l'identité activité du compte. C'est tout juridique là, que
je suis pas au courant de tous les détails là, très très pointus, mais ben, bon, c'est quand même c'est important que je le fasse, même si ça me tente pas pantoute puis j'ai ça. Côté FinTrack, c'est important de ne pas importer automatiquement les obligations d'un MSB dans MSIG FinTrack. Dans MSIG. FinTrack exclut actuellement du modèle de paiement service l'entreprise qui se contente d'accepter un paiement pour ses propres biens ou services. Le seuil d'identification, comme 1000$ ou 10 000$ en monnaie virtuelle, qu'on voit dans leur guide, s'applique aux entités assujetties telles que les MSB. On ne doit donc pas coder naïvement 10 000$ égale KYC obligatoire chez MSIG, sans avoir d'abord déterminé que MSIG tombe effectivement dans cette catégorie pour l'activité concernée. Je considère donc les niveaux comme ça. KYC level 0, compte standard, email vérifié, aucun document d'identité. Level 1, renseignements supplémentaires limités, seulement si nécessaire. KYC 2, vérification réelle d'identité avec un fournisseur spécialisé lorsque juridiquement ou opérationnellement requise. Level 3, Enchant Due Diligence pour cas exceptionnels, entreprise, bénéficiaire effectif, gros volume, juridiction risquée, etc. Et surtout, un trigger de revue ne doit pas automatiquement signifier donne-moi ton passeport. Par exemple, une alerte sur une adresse tronc peut d'abord mettre le paiement Review Required. On analyse la raison. Seulement si la résolution exige légalement ou raisonnablement une identification, on montre le niveau de KYC. Ça donne la philosophie que tu cherches le moins d'informations personnelles possible par défaut, davantage uniquement lorsqu'une raison concrète l'exige. Et ça évite aussi de créer une énorme base de pièces d'identité dont MSIG n'a aucune raison de supporter le risque de sécurité. Je considère donc cette politique comme une autre position. La prochaine chose à choisir est le provider KYC. Soit on n'en choisit aucun maintenant et on garde simplement l'architecture prête à en brancher un quand un vrai besoin apparaît, ce qui serait mon choix pour le moment. Soit on sélectionne déjà un fournisseur pour être prêt au lancement. Écoute, moi je ne connais aucune les fournisseurs, les providers, les providers de KYC. Donc on peut y aller comme tu le proposes. Prêt pour plus tard, mais pas informé aujourd'hui. Bon, lui, tu un peu dans... Ouais, il me semble aussi. Parfait, les nouvelles issues sont créées et le parent billing est à jour. Backend 97. Ici, on va l'ajouter. C'est beau. Universal Route 30. On va faire. C'est bon. Bon. Fait que le 97, c'est Save Delete, Archive, Restore, Life Cycle for Package. Puis le 30, c'est User Interface Delete, Archive, Restore, Admin Billing Package. En 3, les références maintenant explicitement dans la roadmap restante. On fait le back-end d'abord, puis le front-end juste après. Moi, je ne pas Ça fait plus de sens la même, évidemment. Seul. Extra high. Je sais, on va mettre. C'est ici.
c'est beau. Bon, parfait, c'est figé dans 80. On n'a pas besoin de provider qui va ici maintenant. On regarde seulement l'architecture prête à en brancher un plus tard, sans dépendance fournisseur de glace. Ça évite les erreurs classiques. Le prochain, avez-vous que je prendrai maintenant, c'est la liste fournisseurs sous-traitants, plus rôle, plus transfert international pour la privacy policy. Railway, Vercel, Neon, Proton, OpenAI, Anthropic, Telegram, Stripe, Cloudinary, Hamilton, Hostinger à Singapour, etc. C'est un des gros prérequis restants avant de pouvoir commencer à rédiger sérieusement les documents. D'accord. Donc, on peut lire sur la liste. Oups. Ah, oui, là ça a l'air propre. C'est que j'ai ça quand il dit ça propre. Le plus important dans tes screenshots, la comptabilité est maintenant réconciliée avec MT5, ça c'est beau. Le swap, blablabla, ensemble ça donne bon montant, ça c'est beau. Correctement, inventor, enfin en live vert, oui. Donc, oui, 2 trade, 2 win. C'est évidemment beaucoup trop petit comme échantillon pour conclure quoi que ce soit sur la stratégie, mais techniquement, toute la chaîne a déjà réussi 2 cycles complets, effectivement. En win en plus. C'est ce qui donne comme quoi, 0,5%. Non, c'est plus que ça. Là-dessus, ici. Ouais, 0,5%, je suis pas loin. 5,55. Ça c'est beau. Pour position peinée, on peut toujours pas confirmer non. Ça c'est pas grave. Et oui, je suis passé à la suite. J'ai fait la version 2.10. 2.10. Ah ben, c'est bien ça. Euh, c'est l'approche que tu décrivais avant d'essayer des constantes. On regarde ce que les trades ont réellement fait. Le nouveau lab mesure notamment le MAE, je sais pas c'est quoi, mouvement, quelque chose, là, avant TP1, chez les setups qui finissent par gagner, le pic réel après TP1, la continuation au-delà de TP1, le pullback qu'il fallait tolérer pour rester dans le trade jusqu'à son meilleur pic et le nombre de candles nécessaires. Ça, c'est vraiment parfait. Je sais pas c'est quoi le MAE, mais tout le reste, c'est ça coche. Faire ça manuellement, là, c'est tellement long, plate et pénible. Là. Ça, crise d'essence. Donc, on pourra lire les statistiques du genre MAE winner P90 égale, bon, blablabla. Ça veut dire environ 90% des setups qui ont finalement atteint TP1 n'ont jamais eu besoin de plus de 0.62 la marche adverse avant de repartir. Ou Trail Peak 90. Donc, environ 90% des trades ayant atteint TP1 auraient pu survivre jusqu'à leur meilleur pic avec un trail laissant 0.48 de retracement casual. Ça ressemble beaucoup plus à ton idée observer, comprendre, dériver une constante, valider, plutôt que de lancer des chiffres au hasard. Un bonus important, le PatLab construit maintenant un vrai fichier. Cool. C'est notre futur dataset de machine learning. Machine learning, j'aime ça. Il prépare volontairement les variables communes avant le trade, ratio harmonique, score harmonique, PA, ceci, price action, structure, trend, PRZ, ATR, etc. Les résultats futurs, TP1 hit, MAE, peak, continuation, trading nécessaire, temps jusqu'au mouvement, tout va être dedans. Autrement dit, on commence réellement à préparer ton fameux deep learning. Voilà. Je ne vais toutefois pas forcer un réseau neuronal. Je, je ne vais toutefois pas forcer un réseau neuronal juste parce que le nom est sexy. Sur du data tabulaire comme ça, un modèle de gradient boosting peut très bien battre un neural net. Sacrément. Le futur Model Lab pourra comparer plusieurs familles en walk forward et garder celle qui prédit réellement le mieux hors échantillon. Il devrait jouer au Scrabble, lui.
T'as pas besoin de refaire le backfill ou le baseline si ton OS est toujours ready. Tu remplaces les fichiers, redémarres le dashboard et tu lances simplement analyser trajectoire. Après ce run-là, on va enfin avoir de la matière pour arrêter de dire essayons un seul et commencer à dire historiquement ce type de batte H1 sur cette paire se comporte comme ça. Là, la patente commence à devenir vraiment intéressante. Oui, je sais, ça fait 42 fois que tu dis que la patente s'en vient bien. Ben, c'est ça pareil. Ah, Trading Lab, toi, il a changé de nom. 2.10. Extraire l'archive ici. Non, on a tout le temps. Ça, ça, c'est écrasé. Ça va dans le doc. Le dashboard 2.9, on le met dans Hold. Je vais juste vérifier s'il n'y a pas des fichiers doubles. Breaking executor, snaps, backfiller. Ok, avec ça, on va fermer ça ici. C'est beau. On va l'arrêter là. Rendu à 2.10. Oh, 2.10. On la remet. C'est bon. Plan, ça n'a pas changé. Sortie de run. C'est encore bon. Des fois, il fait des erreurs dans ses affaires. Je recheck un peu ces trucs. On va attendre qu'il ait fini sur les sites. Comment il va appeler ça, lui? Excursion. Je sais pas si c'est excursion. Ça, c'est excursion Patlab. C'est où ça? Ah, ici. Patlab. Ah, tout en bas. Là. Ok. Élément de dashboard que tu lances simplement analyser trajectoire. Oui. Ah, il est là. C'est vrai. Je peux pas. Ah, là, je peux. Mais pourquoi il l'a pas mis en bas? Puis il m'a mis. Ah, probablement parce qu'on va enlever celui-là. Ouais. Ça, c'était de la simulation, je pense. Analyser trajectoire. Patlab running. D'après moi, ça va être là. Ah, ça va pas si pire. Ouais, ça va être là. 60 000 setups à analyser. Ici, bon. Ah non, il est en train de compter le nombre de setups. Ok. Ouais, counting selected setup. Ouais, si, bon. Ok, on aurait pas un petit peu. Mais c'est correct. C'est ça qu'on veut. Je fais un petit peu de cracking. C'est pas mal.
passant. Prendre mon message, ce sera pas long. Ça, ouais, je te fais encore 2 heures. Je veux avancer, mais en même temps, je suis mort. Il travaille. Lui, il me demande beaucoup de concentration, de focus. Le légal, là, il est très difficile pour moi. Ah, ça va quand même assez vite. On a quasiment fini. Sur là, on a terminé autre chose. Ça n'a pas été si pire. Même chose. Excursion, celui-ci. Ok. Lecture descriptive des trajectoires des côtes ayant passé le signal OS. On mesure d'abord les excursions réelles. Les constantes proposées ici deviennent ensuite des quantités validées, pas des paramètres live. Il a analysé 131 000 features. TP1 a été touché à 80,4%. 0.667 R de reward. MR winner 0.805. Peak post TP1 6.004. Peak post TP1 65. Trail peak P80. Trail peak P90. Ouais. Distance de SL qui aurait laissé survivre 90% des setups qui ont fini par atteindre TP1. Ok, ouais. Ok, mais pourquoi qu'il limite ça à 90%? Ça n'a pas rapport, hein? Je veux qu'il fasse une moyenne. Pour, comme le mettre dans la règle. J'aimerais comprendre ce que tu as voulu faire. Pourquoi tu imposes les 75, 80, 90% quand l'idée est qu'il bâtisse lui-même les stats les plus optimales possibles. Donc, pour avoir un reward intéressant, quel SL devrait être utilisé pour atteindre TP1. Ensuite, qu'est-ce qui se passe après TP1 pour
Garder la position ouverte et le plus bénéfique possible avec le SL Training. C'est un peu ça l'idée. Là, de la façon que je comprends ça, tu vas imposer les pics et trail. Quand c'est pas ça, target. Je suis vraiment fatigué. Je vais, je vais laisser finir lui, là, mais je vais arrêter ça après. Là. J'ai aucune idée de ce qui s'est en allé de ses skis avec ça. Nombre de trail, TP1, pourcentage, MR 90, MR P95, pic 50, pic 110, trail 80, trail 90. Ça a comme pas rapport. TP1, pic. C'est pas ça que je veux voir. Là. Alors, 9%. Il veut pas qu'il. Il réécoute tout le temps. Ça passe. Ouais, t'as compris. Problème correctement avec 2.1, ben 10. Mélange deux choses que je devais garder séparées. Décrire la distribution et chercher une meilleure règle de trading. Ils ne sont pas imposés au live, mais je les ai mis en avant comme s'ils étaient des candidats naturels. C'est ça qui est mauvais dans la conception. Oui, je sais. Ton screenshot le rend assez évident. Trail Peak 90 par là. Ça ne veut pas dire meilleur trading de 12. Ça veut simplement dire qu'en exigeant de conserver 90% des gagnants jusqu'à leur meilleur pic observé, a posteriori, certains ont fait des retracements énormes avant ce pic. C'est une statistique descriptive, pas une stratégie. Le pic, blablabla, même affaire, je n'ai pas imposé ces pics, ce sont les MFE réellement observés. Par contre, prendre arbitrairement leur médiane ou leur 75 percentile comme TP2 candidat n'est pas ce qu'on cherche, non, effectivement. Ce que tu décris est plus impropre. J'ai ça quand il dit. Jusqu'où le prix part normalement contenu avant d'atteindre le TP1. Chercher le stop loss qui maximise réellement le taux de TP1, le reward obtenu, perte OSL, expectancy. Pas je veux sauver 90% des winners. De calculer lui-même toute la courbe, SL, TP1 hit, reward C, TP1 expectancy. Et il trouve le meilleur compromis. Le point important est que si on sort le stop loss avec risque d'argent constant, on augmente le volume et donc le TP1 vaut davantage en reward. Mais on se fait aussi stopper plus souvent. Il existe donc naturellement un maximum d'expectancy quelque part. On n'a pas besoin de choisir 80-90% à l'avance. Non. Après TP1, même principe, on oublie conserver X% jusqu'au pic ultime. On observe chaque trajectoire réelle, puis on amende TP1 atteint. Continuation favorable réelle, retracement successif, nouveau high low favorable. Pour chaque règle réalisable causalement. Il t'a des mots à soir. TP2 à X, break-even, trailing activation X, trailing distance Y, combinaison TP2 plus trade, etc. Va rejouer tout ça et calcule l'argent R réellement capturé. La meilleure règle est celle qui maximise l'objectif statistique, pas celle qui réussit à rejoindre le pic historique. Encore mieux, les valeurs X et Y n'ont même pas besoin de venir d'une grille arbitraire.
On peut générer les seuils à partir des points de rupture réellement présents dans la trajectoire. En gros, on laisse le dataset nous dire où les résultats changent, puis on construit la surface d'optimisation. C'est ça que je te dis, mais en juste fucking moins long. Ce que je veux avoir à la fin pour, mettons, USDT, GPY, H1 BAT ressemble plutôt à celle optimale empirique. 0.57 reward TP1 hit à 73,8%. Reward TP1 effectif, expectancy étape 1. Après TP1 immédiat, zone robuste de trail. Et surtout, je veux une zone robuste, pas simplement 0.43 parce que c'est le pixel statistique qui gagne de 0.001. Après ça seulement, on envoie cette zone dans le Wall Forward OS. Je vais finir de le lire, mais c'est pas mal ma bonne idée de ce que je veux y répondre. Il y a aussi un autre truc dans ton screenshot que je veux corriger. Bars TP1 égale 0 partout sur les M5. Oui, effectivement. Ben, M5, je sais pas si c'est M5. Notre PATLAB permet actuellement à la candle d'entrée de compter pour TP1 avec seulement OHLC. On ne sait pas si le TP1 a été touché avant ou après notre entrée dans cette candle. Pour le futur optimizer, la chandelle d'entrée doit être classée ambiguë ou la simulation doit commencer sur la suivante. Sinon, on réintroduit subtilement du insight. Donc, je garderai 2.10 pour ce qui nous a donné de précieux. 131 074 trajectoires réelles et feature store. Il n'est pas inutile du tout, mais je ne prendrai aucune des cartes comme avec de trading. Prochaine version doit changer le path lab en quelque chose de plus proche de trajectoire, courbe, blablabla, blablabla. Et c'est aussi beaucoup plus intéressant pour ton futur deep learning. Au lieu d'apprendre P90 vaut ça, le modèle pourrait éventuellement apprendre avant chaque trade quelle distribution MAE et continuation de ce setup précis est susceptible d'avoir, puis adapter SLTP trading en conséquence. Oui, effectivement. Effectivement. Dans le fond, on apprend du passé. Même s'il ne garantit pas le futur, il y a quand même beaucoup à apprendre du passé. Il ne faut pas fixer des règles. C'est toujours le marché qui fixe ses règles. Donc on doit les suivre. Et pour les suivre, il faut les comprendre le plus possible. Si on échappe au trade à cause d'un seul trop serré, mais que le reward compense les pertes, on ne pourra jamais avoir 100% raison, mais on peut être gagnant quand même avec l'histoire. Donc, le data qu'on a présentement est assez riche pour nous donner énormément d'informations pour sortir, on va dire, gagner. Financièrement. Tout est là. Il suffit juste de le traiter comme il faut et apprendre, utiliser les résultats comme il faut. Capiche?
Les mouvements, on peut facilement déterminer les TP et le SL plus trade optimal pour chaque paire time frame figure. Condition. C'est des statistiques. Il va encore me sortir un long blabla interminable. Bon, ça c'est terminé. Il a déjà fermé 97. On va checker ça. Oui, capiche à 100%. On ne cherche pas une règle de trading, on cherche à mesurer le comportement statistique du marché et à adapter la gestion à ce comportement. Ton exemple du SL est exactement le bon. Si un SL à 0.45 fait perdre quelques trades qu'un SL à 0.80 aurait sauvé, ce n'est pas automatiquement mauvais. Si le SL plus serré permet à risque d'argent constant de prendre plus de volume et que l'ensemble des trades produit davantage de reward net, c'est la meilleure décision financière, même avec un win rate inférieur. Le véritable objectif n'est donc ni le win rate, ni sauver 90% des gagnants, ni atteindre le pic maximal. C'est juste maximiser le rendement net attendu pour le risque pris. C'est ça. En version simplifiée, expectancy égale moyenne de tous les rewards réellement réalisés après perte plus gain plus gestion plus coût. Donc on devrait prendre chacune de nos trajectoires historiques et demander avec chaque échelle réalisable qu'est-ce qui serait réellement arrivé. Puis pour ceux qui atteignent TP1, que se passe-t-il ensuite avec chaque façon causalement possible de gérer la position? Combien de trades finit réellement par rapporter? On additionne également tous les trades sacrifiés par un SL plus serré. Rien n'est caché. Et le point crucial, on ne lui dit pas à l'avance quelle valeur essayer parce qu'on pense qu'elles sont bonnes. On peut dériver les points intéressants directement des mouvements du dataset, les niveaux où les résultats changent deviennent nos candidats. Par exemple, si les MA historiques sont 0.3134, il n'y a pas grand intérêt à tester arbitrairement 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. C'est ça. Les données nous disent elles-mêmes un changement de SL commence à sauver ou perdre des trades. Même chose après TP1, chaque trajectoire nous donne les points où le trade fait un nouveau meilleur mouvement, il retrace un trading donné aurait été touché, il repart, il atteint éventuellement d'un TP2 ou il retourne complètement. On peut donc reconstruire la fonction du résultat complète pour TP2 fois activation et activation trail et distance trail et split et SL. Et après, on ne garde même pas forcément le chiffre qui gagne au centimètre près. Ce qui m'intéresse davantage serait quelque chose comme SL, c'est ça. Le résultat intéressant, c'est pas 0.52 est magique. Il existe un plateau robuste autour de 48,56. Et ensuite, on regarde si ce plateau existe encore dans les années. C'est exactement la différence entre apprendre du passé et overfitter le passé. Avec notre volume de données, on peut descendre énormément plus profond. Paire, time frame, figure, direction, ratio harmonique, volatilité, price action, structure, tendance, PRZ, contexte. Peut-être qu'un BAT euro USD M5 avec telle configuration accepte naturellement 0.55 VMR alors qu'un Butterfly GBP CHF H1 est 6.9. Mais qu'ensuite le GBP CHF poursuit énormément plus loin après TP1.
Il n'y a aucune raison de leur imposer le même management. C'est justement là que ton idée de learning devient intéressante. Au début, on peut produire toute cette distribution et surface statistique, puis le modèle pourrait éventuellement apprendre devant ce setup précis, compte tenu de ses caractéristiques actuelles, quelle distribution MAE de probabilité de TP1, de continuation post-TP1 et de retracement suis-je probablement en train de regarder. Et de là, dériver le SL, le sizing, TP1, TP2 et le training adapté à ce setup-là. La seule correction que j'apporterais à on peut déterminer l'optimal est on peut déterminer l'optimal historique estimé. Ouais. Puis vérifier sa robustesse sur des données qu'il n'a jamais vues. Le marché peut changer, mais ça ne diminue aucunement la valeur des 20 dernières années qu'on a. Ça nous empêche seulement de, de confondre une statistique historique avec une loi physique. Donc oui, tout ce dont on a besoin pour commencer est déjà dans le data. Le job maintenant, n'est plus tellement d'accumuler des indicateurs, c'est d'exploiter concrètement les trajectoires qu'on possède. Et ça change légèrement ma prochaine étape. Je veux faire un autre optimizer à grille. Je veux faire un Empirical Management Engine. Ah, écoute, qui, qui extrait les vrais points de rupture des trajectoires, construit automatiquement les courbes, surface de rendement, cherche les plateaux robustes, puis les envoie au walk forward. Là, on serait réellement dans la logique que tu avais en tête depuis le départ. Oui, tu peux le faire comme ça, même si tu peux juste aller chercher des informations après des confirmer ce qui s'est passé après. Donc tu as toutes les infos de toutes les figures à chaque fois. Le max, le tracement, le max dans la bonne direction. Le retracement, ensuite le retour à la bonne direction, etc. Dans le fond, on modifie dynamiquement les SLTP training selon toutes les informations, les infos qu'on a. La seule chose qu'on prend en considération, c'est le point d'entrée de chaque figure. Le reste, c'est les stats. Si c'est juste un TP, ben, ça sera juste un TP. Si on peut en avoir 2, 3, 12, on l'ajuste tant que c'est optimal et justifiable. Pourquoi j'ai 2 TP? Pourquoi j'en ai un? Pourquoi j'ai un training? Etc. Idéalement, chaque setup pourrait être modifiable, ajustable si tu préfères à l'utilisateur. On pourrait avoir les valeurs suggérées avec les stats qui expliquent pourquoi, mais quand même laisser l'attitude à l'utilisateur
c'est. Je me suis rendu pas mal loin, mais ça reste quelque chose qui est très complexe à gérer. Le deep learning accélère énormément l'analyse, mais remplace, remplace pas ce qu'un trader voit avec ses yeux. En tout cas, bon, donc c'est ça. Qu'est-ce que tu penses? Retourner voir Johnny ici. 97 est close complete. 30 est ouvert et prête. Fait que ça, je vais mettre en ready. La prochaine fois, ce sera ça. Parce que là, lui, non plus, j'ai même pas le goût de le lire. C'est trop. Ça s'entend dans ma voix, hein, que j'étais un peu tanné. Ça fait juste 1 heure et quart. Je suis vraiment à bout, là. Fait que c'est ça. Fait que moi, cette semaine, je vais continuer probablement avec lui. Fait que la semaine prochaine, peut-être demain ou dimanche, je sais pas. Sinon, ça va aller jeudi, vendredi. Je vais continuer. Mais lui, je vais le continuer entre-temps. Je vais aussi le buncher dans. Là, il est vraiment dans des fichiers de merde. Là. Ah, fait que j'ai juste 3 gigs de libre. Tabarnak, ça va vite. C'est lui qui bouffe la DB encore. C'est ici. Non, c'est ici. 19 points. Ah, c'est les vidéos. C'est ça, c'est les vidéos qui prennent la place. Je vais les envoyer sur YouTube, ça va déjà être moins pire. Là. Mais c'est une autre affaire, là. J'ai fait le ménage de mes disques durs externes. J'ai deux disques durs qu'il faut que je mette dedans. Je vais le dédier. Je vais dédier un disque juste au projet parce que c'est ça, ça va vite. Fait que c'est ça. Moi, je vais fermer ça là. Euh, puis ben, c'est ça. On se redit à la prochaine.